La dernière fois, donc, on avait donc montré comment créer la couche DAO. On avait également montré une partie de la couche métier, notamment pour consulter un compte, pour effectuer des versements, des retraits et des virements. Et après, on a créé la première partie de l'application web. Donc, je suppose que l'application web, en fait, pour le moment, vous avez l'action opération. Donc, on a montré comment créer la page template. Nous avons deux comptes. Donc, consulter un compte, ça peut être un compte courant ou bien un compte épargne. Bon, avec la possibilité donc d'afficher les opérations. Donc, il y a une partie pagination qui reste à faire. Donc, je vais rapidement revenir sur cette partie-là. Mais également, vous trouverez la correction de cette partie-là. Donc, ça concerne effectuer des versements, ou bien des retraits, ou bien des virements. Mais avec bien sûr la possibilité de gérer les exceptions, notamment quand on essaie de retirer un montant qui est supérieur au solde, vous avez le solde insuffisant. Et la même chose, par exemple, pour effectuer un virement vers un compte d'un compte C1 vers C2 avec un montant de l'opération, l'opération s'effectue. Mais si vous tentez aussi d'effectuer un virement d'un compte C1 par exemple vers un compte C2, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Non, plutôt un compte C1 vers un compte C1. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, en principe, ici, vous avez, il y a... Alors, je n'ai pas spécifié la valeur. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez donc ici, on n'a pas géré. Il y a des cas qu'il faut gérer également. Alors ici, donc, virement d'un compte C1 vers un virement. C'est à gérer avec un montant de l'opération. Donc, ça veut dire que dans le montant, vous mettez au moins une valeur par défaut. En principe, ce genre d'opération également, on ne devrait pas l'accepter. Impossible d'effectuer le virement vers le même compte. Donc, ça, c'est des cas que vous allez gérer. Alors, juste deux points que je vais traiter avec vous. D'abord, la partie pagination et la partie authentification, c'est-à-dire la partie Spring Sécurité. Alors, d'abord, pour la partie pagination, donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de revenir au contrôleur. Donc ça, on a déjà vu un cas comme ça. Alors, au niveau du contrôleur, quand je récupère la liste des opérations, donc je récupère la liste des opérations, mais également, j'ai besoin de définir les pages. Alors, pour définir les pages, donc on va créer un tableau des pages égale dans la dimension, c'est combien? C'est le nombre de pages. Alors, ça veut dire qu'on va utiliser donc page opération. Là, pour avoir le nombre de pages, c'est get total pages. Très bien. Alors, get total pages. Ça, c'est la première des choses. Et après, dans le modèle, on va ajouter un attribut, add attribute. On va l'appeler page. Et dans la valeur, c'est page. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, au niveau de la vue. Alors, au niveau de la vue, c'est dans template, compte.html. Alors, au niveau de la vue, donc on va, là, on affiche les opérations. On va créer donc un div. Classe égale container. Et on va utiliser donc une liste UL avec LI. Et dans chaque LI, on va créer un lien hypertexte. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, d'abord,
Si vous voulez, pour LI, on va faire une boucle en utilisant TH, each. Alors pour chaque page P, de points, je récupère dans le modèle le tableau pitch. Et on a expliqué la dernière fois, pour parcourir le tableau avec des index, on aura besoin d'ajouter également la status. Et après, on va afficher tout simplement ici th text égale. Qu'est-ce qu'on va afficher? C'est status.index. Alors principalement ce genre de barre, il va me permettre en principe quand je consulte le compte, alors C1, alors il y a toujours qu'est-ce qui se passe? Alors C1, alors je reprends parce que là je suis dans consulter compte opération, je consulte les comptes. Je n'ai pas enregistré des choses, non? Alors th each. Il y a quelque chose qui manque? Les? Oui, j'ai pas enregistré dans le contrôleur. Alors j'ai donc les pages, donc on va régler ça avec les classes CSS. Alors on a utilisé la dernière fois quelle classe? Nav et navpills. Bon, navpills. Et après on va créer le lien. Alors maintenant le lien, on va utiliser href. Alors href, c'est quoi l'action? À nouveau, on va appeler l'action consulter. Consulter compte. Alors, mais consulter compte, il va falloir qu'on lui envoie des paramètres. Quels sont les paramètres qu'on va envoyer? Bon, il y a d'abord le code des comptes. Bon, le code des comptes, on l'a dans le modèle. On va utiliser la valeur c'est code compte. Plutôt, il n'y a pas de point d'interrogation. Vous mettez entre parenthèses. On a déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Donc ici, code compte égale $code compte. Ensuite, la page. Alors, la page égale c'est $quoi? Status.index. Parce que là, c'est le numéro de la page. C'est bon? Alors ça, si vous voulez, on peut lui donner une valeur par défaut. Si vous voulez la régler. Alors il y a une accolade en plus dans la ligne 119. Alors, code compte égale code compte. Ça, il faut fermer. Ok. Virgule, page égale $status.page. C'est bon? Il y a une accolade ici en plus. Voilà. C'est pas ça? Alors, avant la parenthèse. Oui. Avant la parenthèse, tout à fait. Ça? Alors, il y a une accolade en plus encore? Non? Voilà. En principe, nous avons donc des liens.
Alors si j'appelle la page, normalement ici, donc je demande la page 1. Alors maintenant, au niveau de consulter compte, à nouveau, on va récupérer la page. Alors c'est ce que je vais faire au niveau du contrôleur. Alors ici, donc j'ai le code et j'ai la page. Donc int page, int size. Alors on va utiliser, donc on va leur donner une valeur par défaut, donc en utilisant request param. Je vous rappelle qu'en fait request param, ça permet d'attribuer un nom au paramètre URL qu'on voudrait récupérer. Alors dans notre cas ici, le paramètre s'appelle page et default value c'est la page 0. Et on fait la même chose pour size. La valeur par défaut, on va supposer qu'on va afficher 5 opérations. Ici, size. C'est bon? Mais il faut changer ici. Ici, à la place de 0, c'est quoi? C'est page. Ici, c'est size. Voilà. Alors, je crois que la pagination, elle est réglée comme ça. J'ai enregistré? Oui. Donc, ça, c'est la page 1, vous voyez, la page 2, la page 0. C'est bon? Pas de problème. Alors maintenant, on arrive à la dernière partie, donc c'est la partie donc, sécurité, authentification. Alors je voudrais en fait que pour accéder à l'application, il faut passer d'abord par une opération d'authentification. Alors je vous rappelle que pour travailler avec Spring Sécurité, la première des choses qu'on va faire, c'est quoi? Voilà, dans le fichier pom.xml, on va ajouter d'abord Spring Sécurité. On va l'ajouter. Bon, on l'a déjà dans les dépendances, mais la dernière fois, on l'avait désactivé, n'est-ce pas? On va activer cette dépendance. Donc ici, c'est Spring Sécurité, premièrement. Deuxièmement, il va falloir qu'on configure la sécurité. Alors, pour configurer la sécurité, donc on aura besoin, pour personnaliser la configuration, on va créer une classe qu'on va appeler, on va la mettre dans le paquet sécurité, qu'on va appeler sécurité config. Alors, en fait, donc avec Spring Sécurité, donc on aura besoin de créer une classe de configuration. Alors, donc je vous rappelle que c'est une classe qui devrait hériter d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Web Security. Alors ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est un problème dans l'éditeur. La machine, il va mal. Alors, Web Sécurité. Alors, Web Sécurité Configure Adapter. Alors, ça arrive parfois que Eclipse, à un moment donné, il ne veut plus vous donner les suggestions, n'est-ce pas? Alors, ce que je peux faire, donc j'enregistre. J'attends, parce qu'en fait, il est en train de construire le workspace, vous voyez? Alors, quand il est en train de faire ça, il vaudrait mieux l'attendre. Parce qu'il est en train d'indexer, de réindexer un peu ces fichiers sans cache. Et du coup, donc, il vaudrait mieux attendre jusqu'à ce qu'il termine. Voilà, donc ici, ça ne lui plaît pas. Enregistrer, je ferme les classes. Je reprends.
extend web security configure adapter. Alors, ça c'est la première des choses. Alors, c'est une classe qui devrait annoter. Tout d'abord, c'est une classe de configuration. Donc, on va utiliser la notation configuration. Deuxième, la notation c'est pour activer la sécurité web, c'est enable web security. Et après, on va redéfinir deux méthodes. Configure. Il y a une méthode configure avec Authentication Manager Builder, première, et une méthode configure avec Web HTTP sécurité. Alors, dans la première méthode, on peut définir donc la manière avec laquelle on va chercher les utilisateurs. Alors, si vous voulez, c'est toujours pratique. Dans un premier temps, on peut utiliser une memory authentication. Ça veut dire que les utilisateurs sont stockés en mémoire. Alors, pour faire ça, on va utiliser authentication.in memory authentication with user. On va créer un utilisateur qu'on va appeler admin et on va lui donner un mot de passe pour le moment 1, 2, 3, 4 avec un rôle, avec deux rôles. Par exemple, l'administrateur, on va lui donner le rôle admin et le rôle, par exemple, user. Du coup, donc, ici, dans mon application, je suppose que j'ai deux rôles. User, il a le droit de consulter, et admin, il a le droit de consulter et également effectuer les opérations, d'autres opérations sur l'application, notamment le versement, le retrait, le virement. Je vais ajouter un autre utilisateur que je vais appeler user. Alors, quel rôle que je lui donne, par exemple? Rôle user. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est, dans un premier temps, c'est bien de commencer comme ça la sécurité, mais après, au lieu de travailler avec une memory authentication, on va utiliser une base de données dans laquelle on va stocker les utilisateurs et les rôles. Et après, au niveau de l'application, au niveau de la méthode configure, on va définir les stratégies de sécurité, les règles. La première, c'est tout d'abord, c'est form login, c'est-à-dire que je demande à Spring comme quoi j'ai besoin de passer par une authentification basée sur un formulaire. Bon, le formulaire, donc, on va utiliser pour le moment le formulaire qui est fourni par Spring Sécurité. Et ensuite, on va sécuriser les ressources de l'application de la manière suivante. http://authorize_request.endMatchers. Alors ici, quelles sont par exemple la première dans notre contrôleur, nous avons quelles sont les actions que nous avons créées? Vous avez l'action /opération /consulter-compte. On va supposer que /opération /consulter-compte nécessite d'avoir le rôle user /opération encore /consulter-compte. Donc, pour accéder à ces opérations, ça nécessite de passer par une authentification avec un rôle. Donc, has role user. Donc, ici, c'est le rôle. Bon, logiquement, que ce soit admin, parce qu'en fait, ici, l'utilisateur admin et user ont les deux le rôle user. Et j'ajoute également une deuxième partie. Ici, donc, l'autre action, c'est quoi? C'est save opération. Alors, par exemple, save opération, c'est une action, c'est une ressource qui ne devrait être accessible que pour, par exemple, le rôle admin. Save opération. Ici, le rôle admin. C'est bon? Alors, vous voyez, donc, avec ça, on peut envisager quelque chose qui va marcher en principe. Alors, pour cela, on va redémarrer l'application et on va regarder donc si cette stratégie de Spring Security va être appliquée à notre application. Donc, vous voyez ici, jusque-là, je n'ai rien changé au niveau de l'application. J'ai juste ajouté une classe qui permet de personnaliser la configuration de Spring Security.
Alors, logiquement, je vais tenter d'accéder à l'application. Localhost / opération. Alors, donc, je vois que je ne pourrai plus accéder à l'application. Je dois d'abord passer par un formulaire d'authentification. Donc, ce formulaire est fourni, bien sûr, par Spring Security. Bon, avec un utilisateur user, par exemple, un utilisateur d'abord admin, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, je peux accéder à l'application en principe, si tout se passe bien. Donc, je peux accéder. Si on veut changer le formulaire. Oui, c'est ce qu'on va faire. Si on veut le changer. Tu as déjà... Ah, il faut d'abord que ça marche. Et après, on change le formulaire. Alors ici, donc, je vais consulter. Je peux également effectuer une opération de versement, par exemple. Bon, ça marche. Alors, après, il faut également ajouter un lien pour se déconnecter, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oubliez votre application, il faut qu'on discute là-dessus. Parce que ce que j'attends de vous, c'est plutôt de discuter, de proposer des solutions, n'est-ce pas? Alors, mais par contre, donc, comme je disais, on devrait ajouter un lien qui permet de se déconnecter. Alors, pour le moment, je le fais manuellement. Alors, avec un utilisateur user, bon, j'accède à l'application. Alors déjà, il faut qu'on définisse l'action par défaut, parce que l'action / donc n'est pas définie. Donc je veux accéder par exemple à la liste des opérations. Je peux consulter. Ben, normalement, cette partie-là, il ne devrait pas s'afficher. Parce que je suis un utilisateur, je n'ai pas le droit d'accéder. Mais même si j'y accède, si je tente de faire une opération, ça ne devrait pas marcher. Vous avez forbidden, le rôle, vous n'êtes pas autorisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le rôle admin. Donc je ne peux pas faire cette opération. Donc même s'il est affiché au niveau de la vue, l'utilisateur ne peut pas l'utiliser. Mais ce qui serait l'idéal, c'est de masquer. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment masquer des zones de l'application en fonction des rôles, bien sûr de l'utilisateur. Mais avant ça, donc je vais ajouter d'abord plutôt un lien pour se déconnecter. Alors pour cela, donc on va l'ajouter à quel niveau? C'est dans Template. Bon, dans Template, j'ai déjà un menu, une barre de menu que vous voyez là. Ben, je vais ajouter un autre UL dans lequel j'ajoute toujours avec la classe navbar, navbar, nav, et également nav bar. Je voudrais je voudrais créer ce lien là à droite. Donc je vais utiliser right. Voilà, navbar right, tout simple. Alors je vais utiliser donc un lien LI dans lequel je vais mettre logout. Ici, donc, pour faire un logout, on va utiliser on appelle login, point d'interrogation, logout. Alors, Spring Security, généralement, parce que login, point d'interrogation, logout, ça permet de se déconnecter. Bon, actualiser. Vous voyez ici, donc, le lien, il est là, mais il n'est pas bien placé. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas bien placé? Comment? Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Nav d'abord. Nav. Voilà. Navbar, nav. Tout à fait. Alors ici, donc, vous avez le lien logout. Alors, logout. C'est bon? Alors maintenant, on ne veut pas utiliser ce formulaire, mais on veut personnaliser le formulaire. Alors, pour personnaliser le formulaire d'authentification, on va, dans la partie sécurité, on va tout simplement ajouter ici
form login page. C'est quoi la page d'authentification? Je vais l'appeler /login. Maintenant, dans mon cas, je dois créer maintenant une action qui s'appelle /login qui me renvoie vers une page login.html. Alors, où est-ce que je vais le faire? Je vais le faire au niveau du contrôleur. Mais je ne vais pas modifier l'autre contrôleur, je le laisse. Donc, je vais créer un autre contrôleur dans lequel j'ajoute toutes les parties qui concernent, par exemple, la sécurité. Donc, c'est ce que je vais faire de préférence. Donc, je vais créer un petit contrôleur, soi-disant, dans lequel j'ajoute tout simplement cette action /login. Alors, on va le créer dans toujours la partie dans le package sécurité. Bon, je l'appelle sécurité controller. Sécurité controller. Bon, c'est un contrôleur, donc on va utiliser la notation controller. Et après, on va ajouter donc les actions login, return. La vue, je vais l'appeler login.html. Et dans request mapping, c'est quoi? Name ou bien value /login. Alors, si vous voulez, ça serait l'occasion également d'ajouter une action /, c'est-à-dire si l'action part par défaut. Alors, je l'appelle home, dans laquelle je dois rediriger, redirect. Par exemple, l'action par défaut pour moi, c'est /opération. Il va me rediriger vers opération. C'est bon? Et la même chose, on aura besoin par la suite de créer une action qui va nous afficher une page comme quoi on n'est pas autorisé d'accéder à une ressource. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure. Alors, je le laisse d'abord. Donc, j'ai besoin maintenant de créer la page login.html. Alors, login.html, donc, je crée une page HTML. Alors, en principe, dans cette page login.html, on va utiliser UTF-8. Il faut fermer les balises. Donc, ça, c'est authentification. Alors, les namespaces, toujours, c'est plutôt XMLNS. TH égale. C'est http://www.teamleaf.org. C'est bien écrit. Et après, on va créer notre formulaire. Donc, normalement, la partie la plus importante ici, donc, c'est d'utiliser form. C'est quoi? On va utiliser th-action. th-action. Qu'est-ce qu'on va mettre comme action? C'est /. Obligatoirement, il faut mettre /login. Ensuite, la méthode, obligatoirement, ça doit être la méthode post. Mais ici, donc, on va mettre notre formulaire dans des divs, si vous voulez. Et après, on va créer donc un label. Alors, le label, c'est quoi? C'est username. Un champ de texte, input, type égal texte, name. Alors là, obligatoirement, il faut l'appeler username. Obligatoire. Parce qu'en fait, les données que je vais envoyer, c'est qui va les récupérer? C'est Spring Sécurité. Et je fais la même chose pour un mot de passe. Donc, password. Input type égal password, name égale password. Et après, un bouton submit.
C'est bon? Bon, normalement, c'est un formulaire d'authentification, mais ça nécessite un peu plus de design. Slash. Alors, on est déjà authentifié, mais vous voyez, donc, en principe, vous avez un formulaire, mais ça, c'est pas très joli, n'est-ce pas? Alors, il faut ajouter maintenant les feuilles de style CSS, Bootstrap, n'est-ce pas? Bon, on va ajouter un peu de Bootstrap ici. Donc, pour ajouter Bootstrap, on va utiliser quoi? Link, d'abord. Rel égale style sheet. Le type, c'est texte slash CSS. Et après, href, c'est point slash bootstrap min.css. Et en même temps, il faut utiliser href. Alors, href, et vous utilisez slash css, mais avec une expression de ThemeLeaf. Alors ici, donc, je vais créer donc un div, un panel, div, classe égale panel. Je vais utiliser panel primary, dans lequel je vais utiliser encore un div classe, c'est panel hidden pour l'entête. Donc ici, authentification. Et un div c'est panel quoi? Body. Et après notre formulaire, on va le mettre ici. CTRL X, c'est dans body. C'est bon? Alors ça va nous donner quelque chose comme ça, mais je ne veux pas qu'il occupe toute la largeur de la page. Ben à nouveau, donc je vais créer un div qui va envelopper tout ça avec la classe, c'est quoi? C'est call md6. On ne va pas utiliser 6, on va utiliser 4 colonnes, et en même temps on va le centrer. Alors pour le centrer, ben normalement ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir ici donc 4 colonnes, mais pour qu'il soit centré, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire offset. On va faire un décalage, call md, offset. Combien de colonnes? 3. Je fais un décalage de 3 colonnes. Alors je suis au milieu, après je le fais descendre un petit moment, un petit peu, en utilisant la classe spacer par exemple. Alors la classe spacer 40. Alors spacer 40 pour moi c'est... J'ai déjà un fichier mystyle.css, je ne l'ai pas créé. mystyle.css. mystyle.css, ben, on l'a déjà dans le fichier. Ici, on va utiliser la classe spacer40 dans lequel je vais ajouter le style margin top 40 pixels. C'est bricolé. Alors vous avez votre formulaire d'authentification. Alors en principe, je m'authentifie, il n'y a pas de problème. Alors je me déconnecte. Alors sauf que si quand vous allez saisir un utilisateur qui n'existe pas, on reste dans le même formulaire, mais il faut afficher un message. Alors j'ai expliqué la dernière fois que vous avez ici un paramètre erreur qu'on va exploiter pour afficher un message. Alors, comment on le fait? Alors juste dans la partie du formulaire, ici par exemple, on va ajouter un div
dans lequel on va afficher le message d'erreur. Comment? En utilisant thif. If $param point error. Alors ça, avec TeamLeaf, ça veut dire que s'il y a un paramètre qui s'appelle error, dans ce cas-là, je vais afficher un texte. TH-text. Alors, c'est quoi le texte que je vais afficher? Bon, je n'ai même pas besoin de faire ça. J'affiche directement ici le message. Voilà, incorrect. Voilà, invalide, incorrect username or password. On dirait qu'on fait tout en français sauf l'authentification, on commence à écrire en anglais. Alors la même chose ici, on va voir que quand on va se déconnecter, alors ça on va le faire en rouge, classe égale red par exemple, et à nouveau donc ici donc je vais ajouter point la classe red, dans la couleur c'est le rouge par exemple. Actualiser. Alors je suis authentifié, donc quand je me déconnecte, si l'utilisateur n'existe pas, ben, je vais avoir quand même un message. A priori ça ne marche pas. Est-ce que vous avez enregistré? Je sais pas. C'est vrai que ce matin-là, j'ai pas enregistré tout simplement. Alors je me déconnecte. Si l'utilisateur n'existe pas, ben, nous avons droit à un message. Alors la même chose, si vous avez un utilisateur qui existe, on se déconnecte, vous avez le paramètre logout. Donc on va afficher, vous avez été déconnecté. Ben, je fais pareil, CTRL-C, ce div-là. Donc je vais utiliser cette fois-ci logout. Si le paramètre logout existe, ben, je vais... Oui, logout. Ici. Logged out. Je me déconnecte. J'ai pas enregistré. Si, j'ai enregistré. Bon. Alors ça, c'est ce qui concerne comment personnaliser le formulaire d'authentification. Vous pouvez faire mieux. Alors maintenant, maintenant c'est la pause. Alors juste après la pause, donc je vais vous montrer qu'est-ce qui reste encore. Alors d'abord, ce qui reste. Comment masquer? Voilà. Alors quand il s'agit d'un user, en principe, un utilisateur n'aura pas le droit d'accéder à cette partie-là. Donc il faut la masquer, premièrement. Deuxièmement, comment récupérer les informations? oui, et après, comment gérer les utilisateurs au niveau de la base de données. Et en même temps, je croyais encore quelque chose qu'on devrait faire, mais on verra. Donc, les parties qui manquent, en principe, on devrait faire ça tout à l'heure. C'est bon? Alors, donc, après la pause, on va faire ça. Bien. Alors, donc, on vient de voir comment créer le formulaire d'authentification. Ben, c'est réglé. Alors, un utilisateur, un user qui est authentifié, en principe, comme je disais, déjà, il n'a pas le droit d'effectuer les opérations de versement, de retrait et de virement. Donc ça, on l'a déjà fait. Mais s'il tente de faire l'opération, il aura un message forbidden, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé. Alors, il faut personnaliser cette page. On ne devrait pas la laisser comme ça. Alors, pour afficher une page personnalisée, ben, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la sécurité? Au niveau de Spring, en fait, Security Config, on va ajouter http://exception_handling.accessDeniedPage. Alors la page, on va l'appeler par exemple 403
Ça veut dire que s'il n'a pas le droit d'accéder, il va vers une action qui s'appelle 403. Alors, dans le contrôleur qu'on avait ajouté tout à l'heure, ben, on va tout simplement créer une page /403. Donc, ça, c'est access denied. On va vers une page qu'on va créer, qu'on va appeler 403.html. Bon, on va créer cette page 403.html et on affiche le message. Alors, la page 403.html, donc c'est une page qui contient un simple message. Je peux prendre la page compte, CTRL V. Je l'appelle 403.html. Bon, il y aura des choses en commun, c'est le même template, mais je vais supprimer tout ça. Je vais garder là, on va supprimer tout ça. Voilà. Bon, il y a plein de divs, en tout cas, on verra. Alors ici, donc, je vais créer ici, donc, on va afficher le message problème d'autorisation. Et dans la partie body, on va afficher le message vous n'avez pas le droit d'accéder à cette ressource, par exemple. Donc div bon, la classe en rouge, par exemple. Alors le div il est déjà fermé. Alors vous n'avez pas le droit d'accéder à cette ressource. Ça c'est fermé, ça c'est fermé et ça c'est fermé. Alors c'est pas la peine de mettre alors on va utiliser MD6, on va décaler encore call offset, alors call MD offset 4 3. Voilà. Donc je suis un utilisateur, je suis authentifié, j'accède à l'application, je tente d'effectuer un retrait ou bien un versement d'un montant. Alors ici donc je vois le message, vous n'êtes pas autorisé d'accéder à cette ressource, n'est-ce pas? Mais malgré ça, en principe, il faudrait carrément ne pas afficher, ce serait préférable de ne pas afficher cette partie-là, n'est-ce pas? Alors comment on va le faire? Donc on va ici, donc on va ajouter une dépendance. En fait, il y a un namespace, il y a un module en fait de TeamLeaf qui s'intègre parfaitement bien avec Spring Sécurité. Alors il y a une dépendance que vous allez ajouter. Alors si vous cherchez dans Google, vous tapez c'est TeamLeaf extra Spring Security 4 par exemple, et vous ajoutez Maven Dependency. Alors je veux intégrer cette dépendance. Alors c'est comme ça qu'on cherche les dépendances sur. Vous voulez par exemple une dépendance, vous avez un site ici Maven Repository et rapidement vous allez trouver voilà la dépendance qu'il faudrait ajouter. Donc je vais la prendre, CTRL C,
Et je vais l'ajouter d'abord au fichier pom.xml. pom.xml. Alors dans les dépendances, je vais l'ajouter, elle est là. Donc c'est org.team extra Spring Security 4. Donc la version, je vais garder cette version. Alors bien sûr, Maven a besoin de télécharger les jars nécessaires, donc c'est supposons que c'est fait. Et après, par la suite, dans la page compte.html, on va ajouter un namespace. Login. Alors, compte.html. Alors, dans cette vue, on va ajouter un namespace. Alors, le namespace, c'est xml ns sécurité sec. Donc, je l'appelle comme préfixe sec. C'est http www.teamleaf.org /extra extra comme ça extra sécurité 4. Bon, je vais regarder un peu ça dans un exemple de projet. C'est teamleaf.org, c'est teamleaf extra Spring Security 4. Donc c'est teamleaf.org, teamleaf-extra-Spring Security 4. Donc c'est teamleaf extra Spring Security 4. Parce que là, on utilise Spring version 4. C'est bien ça? Alors, ce namespace, si vous l'ajoutez, mais bien sûr, ce namespace, ça suppose que la dépendance est déjà ajoutée. Alors, ça va nous permettre d'utiliser quelques directives qui sont très utiles. Alors, j'ai par exemple le formulaire ici, les opérations sur le compte. Alors ce div là, je vais ajouter sec sec authorization égal. Alors ça veut dire qu'en fait ici, donc je vais utiliser donc un attribut autorisation dans lequel je vais utiliser has role entre parenthèses et j'utilise le rôle admin. Mais il faut utiliser un préfixe rôle. Pourquoi? Parce que généralement Spring Security il ajoute toujours le préfixe. Si le rôle s'appelle admin, il ajoute le préfixe rôle underscore admin. C'est bon? C'est pas compliqué. Alors ici, donc ça c'est authorization. Je crois que c'est bien ça, authorization. J'ai l'exemple ici. Oh, c'est bien ça? Voilà, authorize. C'est pas authorization, c'est authorize. Alors, avec ça, on a également réglé le problème
Alors, je vais me déconnecter. Je suis un user. Je m'authentifie. J'essaie de consulter. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça veut dire que j'ai mal. Alors, généralement, si ça ne marche pas, c'est qu'on a mal écrit quelque chose. Alors, premièrement, donc ça, a priori, donc il n'y a pas de problème. Donc, authorize, il y a un H qui manque. Authorize. Alors, je reprends. Je suis un utilisateur. J'essaie de consulter. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui manque encore. Alors, vous avez ici donc has role admin. Tout ça c'est bien écrit, c'est bon? Pas de problème. Alors, le namespace. Alors, le namespace, s'il est mal écrit, ça ne marchera pas. Alors, je reviens ici. Alors, on va mettre... voilà, quelque chose de différent. Spring sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait... C'est quoi l'erreur? Spring... teamleaf.org, teamleaf, extra. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a quelque chose de différent. Je ne vois pas la différence. J'aurais bien aimé voir la différence. Alors, teamleaf.org, extra, Spring Security 4. Bon, on verra. Alors, je reviens à l'application, donc je vais m'authentifier en tant que user. Je tente de consulter. C'est pas ça. Alors, il y a la dépendance. Alors, Security Authorize. Il y a un H qui manque, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, je l'avais corrigé. Donc, je l'ai corrigé, j'ai fait annuler. Bon, en tout cas, c'est très simple, c'est tellement simple que ça devrait marcher. Alors, je me déconnecte. Je consulte. Ça ne marche pas. Alors, rôle admin. Est-ce que j'ai bien écrit? Alors, vous avez ici has role admin. Voilà. Alors, je reviens à l'autre. Je fais copier-coller. Il y a un petit cran de différent. Je ne sais pas. Ici. Rôle admin. En fait, le rôle c'est admin, d'accord? Mais ici, il faut ajouter le préfixe. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous avez ici un div. Ce que je vais faire. Alors, je vais ajouter un div. Ici. Dans lequel je vais faire tout simplement cet attribut-là. Alors, juste pour tester, je vais mettre un texte quelconque.
Alors, ici, donc, le test n'est pas abouti, n'est-ce pas? Alors, on va regarder. Hein. Alors, on va regarder donc dans la partie sécurité, quels sont les rôles que nous avons. Nous avons bien ici le rôle user. Monsieur, est-ce que vous connectez avec l'utilisateur de Roland? Non, en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est que ce div-là, ce div, ne devrait s'afficher que si le rôle est admin. Ouais, donc, alors, en principe, si pour user, ça ne devrait pas marcher. Est-ce que vous, hein, pour user, ça ne devrait pas marcher. Il est considéré comme un Non, c'est pas. Bah, user, il est considéré comme étant le rôle. mais User. il est affiché pour user, il est affiché. C'est juste le message que vous avez. Il ne teste pas. Il ne teste pas. Alors, le test ne s'exécute pas. Donc, ça veut dire que. Alors, on va voir un peu le fichier, la dépendance, est-ce qu'il est bien intégré. Donc, en principe, il n'y a pas de problème. La dépendance, c'est bien Spring Security 4. Elle est là. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Alors, je crois que... Donc, ça, c'est le... Ça, c'est l'autre projet. Alors, on est sur ce projet-là. Donc, la dépendance, c'est bien ça. Voilà. Alors, en fait, cette version-là, a priori, il y a un petit problème. Je crois. Alors, je vais supprimer la version. Comme ça, donc, il va utiliser la version par défaut. Je redémarre. Oui, je crois finalement c'était ça. En fait, il n'y avait pas de problème, c'est qu'il fallait... Parce que quand vous changez dans le fichier pom.xml, il faut redémarrer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'avec DevTools, généralement, il recharge les modifications de votre projet, mais parfois, comme il s'agit de refaire plutôt d'utiliser une configuration par défaut, donc de préférence de redémarrer. Je crois que c'est ça, finalement. Alors, je suis user. Donc, vous voyez ici donc, ce qui va se passer. Alors, vous voyez, donc le div ne s'affiche pas. Alors, maintenant, on va régler le problème. Ici, donc, ce n'est pas A. Je vais carrément faire ça. CTRL X. Et oui, ce que je vais mettre /div, c'est ici. Alors c'est sûr, donc on a toujours call MD6, d'accord? Mais c'est ce div là que je ne vais pas afficher. Donc c'est-à-dire jusque là, et je mets /div. C'est bon? Oui. Non, non, mais non, on ne veut pas masquer toute la colonne. Je veux masquer que cette partie-là. Alors, donc, je reprends. Donc, je suis un user. Je consulte. Alors, donc, je consulte les opérations, mais je n'ai pas la partie qui permet d'effectuer les opérations. Mais par contre, en tant qu'admin,
En principe, on devrait avoir cette partie-là. Bon, parce que c'est une partie qui ne devrait s'afficher que s'il est administrateur. Donc, vous voyez un autre volet qui est important aussi dans votre application. Alors, qu'est-ce qui reste? On n'a pas fait versement retrait. Comment? On n'a pas fait retrait virement. Ah, si. Je ne l'ai pas fait, mais en fait, vous avez ça dans la démo. Non, il n'y a pas. Non, dans la démo que je vais vous donner, la suite. Dans la suite, vous allez trouver cette partie-là. D'accord. Sans récupération des utilisateurs. Comment? Seulement dans les récupérer. Voilà, alors maintenant il reste... S'il vous plaît. Alors il nous reste maintenant, en fait, les utilisateurs, si vous voulez que les utilisateurs soient stockés dans la base de données. Qu'est-ce qu'on va faire? On va spécifier dans le S'il vous plaît. Donc ici, donc, on veut pas utiliser les utilisateurs in-memory authentication, mais on va utiliser JDBC authentication. Ben, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer les tables, 3 tables. La table users, la table role et la table users role. Alors, on va la créer dans la base de données. Alors, je suppose que les utilisateurs sont stockés dans la base de données. La base de données s'appelle votre banque. Client. Alors, qu'est-ce qu'on va créer comme table? Donc, la table users. Alors, le nombre de colonnes, on a dit qu'il y a 3 colonnes. Alors, pourquoi 3 colonnes? Parce que vous avez à spécifier username de type varchar, par exemple 25. C'est la clé primaire. Alors, c'est une clé primaire. Alors, username, password. Alors, pour le mot de passe, faites attention. Parce qu'en fait, comme le mot de passe va être crypté avec la fonction MT5, surtout ne faites pas des trucs comme ça, comme par exemple 16 égale 50. Pourquoi? Parce que si vous avez un mot de passe de 4 caractères, si vous le cryptez avec MD5, ça dépasse 50 caractères. Donc, il vaudrait mieux utiliser un maximum. Vous mettez de 100. Quoi? Alors, je répète, c'est toujours 32 caractères. C'est toujours... Alors, donc vous mettez un maximum c'est toujours 32 caractères. Alors, vous mettez un maximum parce que souvent, vous avez parfois des surprises à ce niveau-là. Le password. Et après, l'autre champ, c'est quoi? Active. Alors, un champ actif qui est de type, si vous voulez, booléen. Ça peut être soit true ou bien false. Alors, ça, c'est la table qui contient les utilisateurs d'abord. Il faut la créer. Alors, si vous voulez, on va insérer un utilisateur. Insérer. Alors, l'utilisateur, par exemple, admin. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Mais là, je vais le crypter avec... l'encoder avec MD5. Ici, donc, je vais mettre 1. Ça veut dire qu'il est activé. N'est-ce pas? Enregistré. Je vais insérer un autre. User.
Mot de passe 1, 2, 3, 4. Activé. Alors ici donc MD5, oui. Affiché. Alors on voit bien ici donc celui-là donc il est crypté, l'autre non. Alors je vais faire modifier. Et après je vais tout simplement utiliser encore MT5 pour faire la mise à jour. Bon, je peux ajouter un autre utilisateur. Hassan. 1, 2, 3, 4. Activé. MD5. MT5. C'est bon? Bon, dans la base de données, j'ai déjà une table qui permet de stocker les utilisateurs. Alors, de la même manière, je vais ajouter une table qui permet de stocker les rôles. Alors, en principe, on a besoin d'une seule colonne. Ça suffit. Bon, la colonne, je vais l'appeler rôle. Varchar, par exemple, 20. Clip primaire. Insérer. Sauvegarder d'abord. Alors dans la table rôle, donc je peux ajouter des rôles. Alors dans mon cas, donc j'ai combien de rôles? J'ai le rôle admin et j'ai le rôle user. Donc la table rôle, ici, il contient deux rôles, admin et user. Et après, il me faut une table qui permet d'associer un rôle, d'affecter des rôles aux utilisateurs. Alors cette table, on va l'appeler users, rôle. C'est pas ici, c'est n'importe quoi. Alors cette table-là, donc il y a combien de colonnes? 2 colonnes. Alors il y a username, varchar. Combien on avait utilisé? 20. 25. Et rôle. Par contre, pour le rôle, c'est combien? 20. C'est bien. Alors, en fait, c'est quoi la clé primaire? C'est les deux. Vous mettez ici primary, vous mettez là également. Ça, c'est fait. Et là également, primary. Enregistrer. Dans cette base de données, donc vous voyez donc la structure, qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois username et rôle. Alors insérer. Alors maintenant je peux dire par exemple l'utilisateur admin apport rôle quoi? Admin par exemple. L'utilisateur admin apport rôle user. Insérer. L'utilisateur user apport rôle user et l'utilisateur Hassan apport rôle user. C'est qui Hassan? Alors qu'est-ce que j'ai dans la table? Bon, j'ai tout simplement les rôles. Vous voyez donc ici, donc j'ai admin, l'utilisateur admin a les deux rôles admin user, Hassan c'est user, user c'est user. C'est bon? Donc je peux toujours ajouter à n'importe quel moment donné les utilisateurs et je peux affecter les rôles comme je veux. Alors maintenant notre application doit s'adapter à ça. Alors pour cela donc on va mettre ça en commentaire. Donc on ne va pas utiliser in-memory authentication, mais on va utiliser JDBC authentication. Alors quand vous dites JDBC authentication, il faut utiliser .data source. Il faut spécifier quelle data source, c'est-à-dire dans quelle base de données.
où est-ce que Spring Security va chercher les utilisateurs? Dans quelle base de données? Alors maintenant, dans mon cas ici, donc j'ai besoin d'utiliser la même base de données de l'application. Alors pour utiliser la même base de données de l'application, c'est très simple. Il suffit de déclarer un objet de type data source. Data source Java x.sql. Data source. Et après, on va demander à Spring de l'injecter via la notation hotwired. Il dit quoi ici? Donc je vais utiliser data source. Point. Users by user name query. La requête. On va écrire ici quelle est la requête que Spring Security devrait exécuter pour récupérer l'utilisateur. Alors ici, donc on va écrire select. Ça c'est SQL. Select username, la colonne username as principal. Alors pour Spring Security, le nom de l'utilisateur, la colonne devrait s'appeler normalement username, ça devrait s'appeler principal. Virgule. La colonne dans la base de données, comment on l'appelait? Password. Password. Alors pour Spring Security, cette colonne password devrait s'appeler normalement credentials. Virgule active, la colonne active. Bon, comme ça, il saura est-ce que l'utilisateur est activé ou pas. From, quelle table? Users, where, la condition c'est quoi? C'est username égale point d'interrogation. C'est bon? Alors c'est bien ça la requête. Select username as principal, password as credential active. From username, where username égale point d'interrogation. Ça veut dire que en fait Spring Security lui il récupère username saisi par l'utilisateur et il se connecte à la base de données pour savoir déjà si cet utilisateur existe. S'il existe, il va comparer le mot de passe. Si c'est le cas, après il aura besoin de savoir les rôles de cet utilisateur. Alors pour connaître les rôles de l'utilisateur, on va utiliser authorities by username query. Alors maintenant pour connaître les rôles, on va les chercher dans la table users role. Comment? Select. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va chercher? Username as, la même chose, principal, virgule role. Bon là il n'y a pas de problème, il l'appelle également role, c'est la colonne. From la table users role, users role, where quoi? Username égale à nouveau point d'interrogation. Parce qu'en fait, Spring Security, qu'est-ce qu'il connaît? Username. Donc, il peut récupérer les rôles de cet utilisateur. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, vous mettez encore point. Alors, point quoi? Rôle préfixe. Alors, il faut qu'on indique à Spring Security, quand il récupère un rôle, il va lui ajouter un préfixe rôle underscore. Ok? Donc ça c'est Spring Security on va lui indiquer que voilà le préfixe que tu vas utiliser. Et après par la suite on va lui indiquer comme quoi le mot de passe il est encodé en MD5 en utilisant password encoder. Password encoder. Et après on va créer un objet de la classe MD5 encoder, password encoder. Ça veut dire quoi? Tu vas utiliser donc cet algorithme là. Parce qu'en fait, il va récupérer le mot de passe, il va encoder le mot de passe en MD5 et après, il va le comparer avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Alors, si c'est le cas, ça passe. Sinon, ça ne marche pas. C'est bon? Vous voyez donc, avec ça, en principe, c'est suffisant pour basculer vers les utilisateurs au niveau de la base de données. Alors, c'est ce que je vais vérifier, si ça marche. Alors, de préférence, bon, je vais redémarrer quand même, parce que parfois, quand vous faites des configurations dans .xml et dans des fichiers de configuration, bien dans des classes de configuration, avec des tools, parfois ça ne marche pas.
de temps en temps, si vous n'êtes pas sûr, il faut carrément redémarrer l'application. Voilà, localhost. Bon, l'action par défaut. Alors, l'utilisateur qui n'existe pas, ça ne marche pas. Admin, ça existe. Alors, si on n'a pas commis des erreurs dans les requêtes SQL, ça devrait passer. Alors maintenant, si ça ne marche pas, il faut regarder ici. Il y a une exception. Ben, il vous demande, il vous informe comme quoi il y a la colonne rôle qui n'est pas un non-colonne rôle. Field list. Alors, dans la base de données, il faut qu'on regarde notre base de données, comment on appelait les choses. Non, mais ça, c'est la table. Je vois l'attribut. Donc, on s'est trompé, donc c'est S ici. Donc, vous avez le choix soit de faire ça, soit de faire l'autre. Mais de préférence de faire une différence. Donc, ça, c'est la colonne roles. Je peux l'appeler comme je veux, mais as role. Ouais. Alors, presque, c'est ça le problème. Ici. Alors, admin, ça marche. User, ça marche. Hassan, 1, 2, 3, ça marche. Alors Hassan, la même chose, il n'aura pas le droit normalement de faire les opérations sur le compte. Donc, on a presque réglé tout. Maintenant, on arrive juste à la dernière partie, comme c'est la dernière séance. Alors maintenant, supposons que vous avez terminé le projet. Maintenant, on voudrait créer l'application. On voudrait la déployer.